Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour cette deuxième webconférence avec Laure de mon réseau de patients en réseau. Et ce soir, donc, nous avons le plaisir d'être entourés du professeur Autier et du professeur Balessac, ainsi que de deux patients qui témoigneront pour parler des neuropathies et des douleurs. Donc, bonsoir à toutes et tous. On a eu un gros succès sur les inscriptions avec plus de 400 personnes. Je vais être très, très bref parce qu'on est nombreux à participer. Donc, on va recevoir les deux aspects. Le professeur Balessac, qui est PUPH et qui, au sein de l'équipe douleur, s'intéresse plus particulièrement aux neuropathies périphériques chimio-induites, donc induites par les traitements, et le côté plus médical avec le professeur Nicolas Autier, qui est pharmacologue et qui était également psychiatre au CHU de Clermont-Ferrand, tous les deux. Bonsoir et merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Professeur Autier, je vais vous laisser la parole pour que vous nous rappeliez un petit peu les règles quant à l'utilisation du cannabis aujourd'hui en France, avant de commencer cette conférence, s'il vous plaît. Oui, bien, bonjour. Merci d'abord pour cette invitation. Et donc, en deux phrases, on va effectivement être amené à parler de cannabis dans une deuxième partie, après les témoignages de patients. Et donc, pour rappeler que le cannabis reste un produit, une plante, et les produits qui en dérivent, une partie d'entre eux, des produits illicites en France, que l'usage de cannabis à finalité thérapeutique reste illicite, sauf s'il est contenu dans un médicament, sauf s'il est autorisé dans le cadre d'une expérimentation, comme c'est le cas actuellement en France depuis le mois de mars 2021. Mais en dehors d'un médicament autorisé, en dehors d'une expérimentation spécifique, voire d'un essai clinique, le cannabis, et notamment celui qui contient du tétrahydrocannabinol, du THC, la substance qui fait planer dans le cannabis, eh bien, il reste illicite, bien entendu. En revanche, il y a certaines variétés de cannabis qui sont autorisées, c'est ce qu'on appelle souvent le chanvre, parce qu'ils étaient surtout utilisés à visée industrielle. Mais maintenant, on en parle beaucoup parce qu'on utilise une substance dans ces variétés autorisées qui s'appelle le CBD, le cannabidiol. Et je vous en dirai un mot tout à l'heure. Merci beaucoup, professeur, et bienvenue à tous pour cette soirée. Alors, c'est vrai que sur nos réseaux, mon réseau cancer du sein, du poumon, gynéco, colorectal, depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin pour les patients d'avoir plus d'informations sur les neuropathies, sur les douleurs, et sur chacun de ces groupes, enfin de nos réseaux d'ailleurs, il y a des groupes dédiés à tout ça parce que certains patients sont confrontés plus que d'autres à ces difficultés. Alors, pour rendre les choses assez concrètes, je vais donc donner la parole à Cyril et puis un peu plus tard, on espère à Josiane qui devrait nous rejoindre pour en fait que vous vous rendiez compte de comment ça peut se passer ces expériences. Donc, Cyril, bonsoir, bienvenue à notre conférence. Je vais te laisser ouvrir ton micro pour que tu puisses nous dire déjà pour quel type de cancer tu as été soigné et finalement ce que tu as ressenti et quelle était ton expérience sur ces neuropathies et douleurs. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc, moi, j'ai été diagnostiqué pour un cancer du côlon en octobre 2018. Et après, il y a eu donc tout le cheminement, de la chimiothérapie, la radiothérapie, l'opération. J'ai une stomie, la remise en continuité, une chimiothérapie adjuvante, une remise en continuité, etc. Et en fait, par rapport aux douleurs, c'était assez. Il y a différentes phases. Parce qu'on parle de douleurs, là, on a parlé de neuropathie, mais il y a aussi toutes les douleurs. Et en fait, en fonction du traitement, les douleurs ont été complètement différentes. Typiquement, au niveau de la première période, radiothérapie, chimiothérapie, c'était essentiellement des démangeaisons, des brûlures, donc assez localisées. Donc, on va dire au niveau du petit bassin, donc tout ce qui est urogénital, tout ce qui est anus, forcément. Et mais voilà, c'était gérable, ça brûlait et tout ça allait. À partir du moment où il y a eu l'opération, donc la protectomie, l'iliostomie, là, les douleurs ont été plus importantes au niveau justement périnée, en ce qui me concerne, périnée, testicule, verge, douleur rectale aussi. Et après,
des trucs qui commençaient à apparaître, mais de façon assez légère, on va dire, une espèce de déshydrose sur les mains, sur les pieds. Est-ce que c'est lié, est-ce que c'est pas lié? J'en sais rien, je ne fais pas un effet cause à effet, on est bien d'accord. Hein. Après, il y a eu la chimio adjuvante, donc beaucoup plus tard, en juin et jusqu'à août 2019, donc quasiment 6 à 9 mois plus tard. Et là, j'ai commencé à sentir quelques douleurs des fourmis. Enfin, ce n'est pas des douleurs, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on m'a dit, si jamais vous avez une douleur, vous nous en parlez à chaque fois que j'allais à l'hôpital du jour. Mais pour moi, des fourmis, ce n'est pas une douleur, c'est une gêne. Donc, j'en parlais pas trop. Donc, finalement, le traitement n'était pas changé. Bon, peu importe. Donc, j'avais quelques fourmis, quelques douleurs. Bon, après, il y a les douleurs aussi à l'injection. Je n'avais pas de porte à 4 et je n'avais pas de PICC line non plus. Donc, en fait, j'étais injecté directement dans la veine à chaque fois, à chaque séance. Donc, forcément, ça peut créer une douleur au point d'injection, etc. Et je commençais à avoir des crampes un peu plus fortes au niveau des pieds, des mains. J'avais des sensibilités au froid et au chaud, au niveau de la gorge. Donc, très difficile de parler. Mais globalement, ça allait, une hypersensibilité, un petit peu difficile à écrire, quelques spasmes au niveau rectum. Mais globalement, ça se passait bien. Et après, il y a eu la fermeture de la stomie. Donc, ça, c'était 1 an plus tard, en septembre-octobre 2019. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah, ça y est, on remet tout en place et c'est nickel, quoi. Et en fait, là, il y a eu des grosses douleurs qui sont arrivées au niveau urogénital, des grosses sensations de pression au niveau sternum et tout ça. Je ne vous parle pas des douleurs, mais ça, c'est autre chose, des sels acides qui n'ont rien à voir avec les neuropathies. Et en fait, 1 mois plus tard, j'ai eu des neuropathies très, très importantes, ce qu'on va appeler les DNPL, les douleurs neuropathiques périphériques localisées. Où là, ça a été très, très fort. En plus des douleurs, on va dire, sur la sphère petit bassin, tout ça, j'ai quand même eu des DNPL de grade 3, des neuropathies de grade 3, donc 1 an après, quasiment 9 mois après mon cancer, et qui ont pris 1 an pour repartir en grade 2, donc en juin 2020. Mais pendant ce temps-là, donc les neurones, parce que du coup, il y a eu une grosse suspicion de PIDC, polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique. Et du coup, je suis passé en immunothérapie, histoire de vérifier par rapport à une ponction lombaire qui a été faite. J'ai perdu complètement l'usage de mes membres inférieurs et de mes membres supérieurs pendant plusieurs semaines. Et là, les gens disaient, non, mais c'est tellement à distance de la fin de la chimio, puisque ça arrivait en novembre, alors que la fin de la chimio était en août, mais entre-temps, il y a eu une opération, il y a eu un gros doute. Et en fait, chemin faisant, sur les mois qu'on passait, quasiment sur 1 an, je passe à mon grade 2, on s'est dit non, c'est plus ça, c'est plus une DIPC, c'est une ganglionopathie. Et en fait, en continuant à faire les électroneuromyogrammes et à faire la kiné et à faire les drainages lymphatiques manuels, on s'est vite rendu compte que finalement, c'était une neuropathie à longueur dépendante et que finalement, c'était dû à la toxicité de la chimio. Mais qui n'avait pas été annoncé au début. Et du coup, c'est ça pour un patient qui est complètement stressant, on va dire. C'est qu'on a l'impression que le traitement est fini, on n'est pas tout à fait en rémission encore, mais ça va mieux. On a remis la continuité, on a arrêté les traitements, la vie va reprendre. Et tout d'un coup, clac, il y a un truc qui arrive. Et ça, c'est là-dessus. Et c'est pour ça que je suis ravi de participer à cette conférence ce soir et d'entendre ce qui peut être dit et ce qui peut être proposé par rapport justement à cette information donnée aux patients sur une neuropathie à laquelle on ne s'attend pas et qui finalement arrive. Maintenant, je suis quasiment à 3 ans de l'opération. Globalement, j'ai plus qu'une jambe qui reste sensible. Alors, c'est plus des douleurs. Maintenant, j'arrive à refaire du vélo depuis cet été. J'arrive à marcher sur du sable sans avoir l'impression de marcher sur du verre pilé. Donc, je n'ai plus de douleur. C'est juste une gêne, mais c'est une gêne neuropathique qui est quand même latente. Donc, après, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des à voir dès le début? Parce que peut-être je me suis mal exprimé au niveau de ma douleur. On aurait peut-être pu faire quelque chose initialement ou pas.
Écoute, merci beaucoup Cyril, parce qu'on voit que tu as eu un parcours quand même complexe avec différentes et déjà des messages clés, c'est que on sent que c'est pas si simple d'exprimer, de savoir ce qu'on ressent, d'exprimer et à quel moment on faut en parler. Donc on va pouvoir, et tu pourras participer aussi aux questions tout à l'heure. On espère qu'on va avoir beaucoup de réponses dans la présentation du professeur Balessac. Et du coup, je vais vous proposer donc de passer donc à l'intervention de notre spécialiste justement qui va nous expliquer finalement comment fonctionnent les douleurs, les neuropathies et puis ce qu'on doit améliorer, faire passer comme message aux patients et puis quels espoirs en traitement pour des prises en charge. On voit bien que ça n'a pas dû être facile à tous les moments et merci d'avoir partagé tout ça avec nous Cyril. Donc, professeur Balessac, à vous. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci à Patients en Réseau pour cette occasion de nous parler de ces effets indésirables des anticancéreux neurotoxiques, des neuropathies périphériques, des douleurs, et puis aussi on parlera un petit peu d'arthralgie induite par les antiaromatases. Donc je vais vous parler de neuropathie périphérique chimio-induite et d'arthralgie induite par les antiaromatases. Rapidement, mes conflits d'intérêts, ça s'affiche comme il faut, voilà. C'est pas des conflits d'intérêts, c'est juste pour dire que j'ai travaillé avec le laboratoire Grunenthal et en fait, c'était une prestation intellectuelle pour leur faire un topo sur les neuropathies périphériques chimio-induites et puis d'autre part avec Pierre Fabre pour le sevrage tabagique. Est-ce que les flèches marchent? Les flèches marchent. Les chiffres du cancer, je vais peut-être passer rapidement dessus, mais juste pour rappeler que c'est quand même une maladie très prévalente en France et dans les pays occidentaux, avec 382 000 nouveaux cas par an, et que ça a beaucoup de conséquences chez les patients. On va dire qu'il y a quasiment les 2/3 des patients qui, après le cancer, on garde des séquelles qui vont durer plus ou moins longtemps, qui sont liées à la maladie, qui sont liées au traitement, et que dans ces séquelles, la douleur occupe une part très importante, entre 1/3 et 2/3 des patients qui ont des séquelles, avec un retentissement que vous imaginez très bien et que malheureusement, j'imagine certains d'entre vous connaissent, d'altération de la qualité de vie. Puis on sait que la douleur est associée avec des troubles psychiatriques, ou du moins va altérer l'humeur des patients, de la dépression, de l'anxiété chez les patients. Le cancer en lui-même va être volontiers associé à un certain nombre de situations douloureuses. Il y a la maladie en elle-même, la tumeur qui peut venir comprimer certaines structures et amener de la douleur, des conditions associées chez les patients, d'altérations diverses et variées qui seront souvent liées à la maladie, d'hypercalcémie, d'altérations osseuses, d'immobilité prolongée, les effets iatrogènes, c'est-à-dire iatrogènes qui sont liés à la prise en charge. On parlait de la chirurgie tout à l'heure, la chimiothérapie, on en parlera beaucoup, la radiothérapie, les traitements hormonaux, je parlerai avec les antiaromatases dans le cancer du sein, mais aussi les immunothérapies aujourd'hui amènent qui ont des effets extraordinaires dans la prise en charge, mais amènent aussi quelques effets malheureusement neurologiques désagréables. Et puis la maladie cancéreuse, globalement, c'est une maladie du senior, donc on est chez des patients qui ont déjà un statut douloureux un peu plus poussé. Alors, je vais commencer avec les arthralgies induites par les inhibiteurs de l'aromatase et je terminerai par les neuropathies périphériques chimio-induites. Alors, ces arthralgies induites par les inhibiteurs de l'aromatase, c'est quoi? Donc, on parle d'une situation particulière, du cancer du sein hormonodépendant chez la femme ménopausée. Ces traitements sont des traitements d'hormonothérapie dont l'objectif est de casser l'effet des hormones, une sécrétion résiduelle hormonale chez la femme ménopausée qui implique une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il existe 3 médicaments, l'anastrozole, l'étrozole et l'exemestane, qui vont bloquer cette enzyme et qui vont bloquer la fabrication résiduelle chez la femme ménopausée d'oestrogènes qui seraient délétères sur les cellules cancéreuses puisque ça les ferait pousser. 46%, les chiffres dans les études, dans la littérature sont assez variables, mais on se rapproche quasiment de la moitié des patientes qui vont développer des arthralgies durant le traitement par anti-aromatase. Il semble que ce soit un peu plus sévère, un peu plus fréquent chez les femmes qui sont en périménopause, qui rentrent dans la ménopause. Les signes, c'est signes d'arthralgie très classiques, un verrouillage main, poignet, genou, cheville, épaule. On peut aussi affecter le rachis, la colonne vertébrale, le pelvis, les hanches. Mais ce sera surtout des douleurs articulaires que l'on dit symétriques, de raideur,
avec une diminution de la force d'agrippement. Ça peut même révéler un syndrome de canal carpien. La chronologie, ça démarre au début du traitement. Ça apparaît, on va dire, dans les 6 premières semaines, avec un maximum à 6 mois. Et ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ça diminue au cours du temps, heureusement. C'est problématique parce que ce sont des traitements qui sont dispensés en officine, que les patients doivent prendre, excusez-moi, et ça va amener des problèmes d'observance pour pouvoir continuer les traitements. Et on sait qu'il y a, on va dire, entre 15-25% des patientes qui doivent arrêter les traitements parce qu'elles ne sont pas bien, elles ne se sentent pas soulagées. Et on sait que quand elles arrêtent, les symptômes d'arthralgie s'améliorent chez les patientes. Alors, ce qu'il faut quand même retenir là, sur ces arthralgies, c'est très pénible, mais elles vont s'estomper avec le temps. Elles vont s'améliorer, sachant qu'on est sur des traitements de 5 ans. Alors, c'est pour ça que quand on parle d'observance, c'est quand même problématique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas très clair, c'est pas complètement élucidé. C'est la conséquence d'une déprivation d'oestrogène chez les patientes. C'est pour ça que chez les femmes en périménopause, en fait, on va avoir une chute un peu brutale de ces oestrogènes et d'où la réponse d'autant plus marquée. On sait que les oestrogènes vont avoir un rôle sur ces hormones femelles, vont avoir un rôle sur la qualité du cartilage, de l'articulation. Donc, ce cartilage sera de moins bonne qualité. On a un effet pro-inflammatoire. Ça peut aussi révéler certaines pathologies auto-immunes, type polyarthrite rhumatoïde et autres. Et les oestrogènes ont un effet antidouleur. Donc, la chute de ces oestrogènes au niveau du cerveau, ça va sensibiliser à la douleur. Donc, tout est réuni pour avoir un syndrome algique douloureux chez les patientes. La prise en charge thérapeutique, aujourd'hui, elle n'est pas très codifiée. On verra par rapport aux neuropathies, on peut aller un peu plus loin. Donc, c'est des AINS, c'est du ibuprofène, du paracétamol à la phase aiguë pour améliorer les symptômes. Pas d'opioïdes sur ces pathologies-là. C'est une pathologie chronique, l'efficacité n'est pas démontrée, c'est pas bon. Il a été proposé de la duloxétine, j'y reviendrai dessus, c'est un antidépresseur qui est le seul traitement reconnu pour les neuropathies. Et il y a une efficacité qui a été démontrée chez des patientes en surpoids, mais ça reste encore à confirmer. Ce qui est recommandé aussi, ce qui se retrouve, c'est de switcher, de changer de médicament. Si on est sur du létrozole, passer sur d'anastrozole ou d'exemestane, la plupart des études tendent à montrer une amélioration des symptômes chez les patientes. Il a été proposé avec une efficacité honorable les biphosphonates, c'est les médicaments qu'on utilise dans l'ostéoporose pour limiter la résorption de l'os, la perte de la minéralité de l'os. La vitamine D aurait des effets un peu similaires, mais ça reste aussi à démontrer. Ce qui semble très intéressant, et j'en parlerai aussi pour les neuropathies périphériques chimio-induites, l'activité physique adaptée. Alors je dis adaptée, il faut pas forcer de manière déraisonnée sur l'organisme, mais avoir une activité physique, on sait que c'est bon pour les muscles, c'est bon pour les articulations, ça a des effets bénéfiques sur la douleur, sur le mental aussi. L'acupuncture, ça devient très à la mode. C'est pas complètement délirant, mais il y a des études encourageantes, ça reste encore à confirmer sur l'efficacité de l'acupuncture dans les arthralgies induites par les anti-aromatase. Je vais passer maintenant aux neuropathies périphériques chimio-induites. Je vais faire un bref résumé, mais Cyril a présenté ce qu'il a présenté, c'est ça. C'est un effet indésirable fréquent des anticancéreux neurotoxiques. Je vais vous les présenter. C'est malheureusement sous-évalué en clinique. C'est des lésions nerveuses qui sont pas si faciles que ça à récupérer. Une prise en charge très limitée et on va voir que ça impacte beaucoup la qualité de vie des patients. Alors les anticancéreux, je suis désolé, en plus j'ai pas de pointeur, mais c'est pas grave. Les anticancéreux, je vous les ai listés, mais alors je vais pas faire un cours de pharmaco, mais c'est des classes d'anticancéreux comme les taxanes, les alcaloïdes de la pervenche, qui ont des mécanismes d'action très proches et qui vont cibler des structures particulières du système nerveux. C'est pour ça que c'est un effet de classe en fait qu'on va retrouver. On retrouve aussi les sels de platine, cisplatine, oxaliplatine. L'oxaliplatine dans le cancer colorectal et cancer digestif. Le bortezomib, la thalidomide, c'est dans le myélome multiple. Mais ce sont des anticancéreux qui sont très utilisés. Paclitaxel, on le retrouve dans le poumon, dans le cancer du sein.
Les alcaloïdes de la pervenche avec Christine, c'est toutes les leucémies, cancer chez l'enfant. Cisplatine, le poumon. Oxaliplatine, cancer digestif. Les taxanes sont aussi utilisés dans la prostate. Donc, on touche les cancers les plus prévalents. Et donc, beaucoup de patients sont exposés à ces anticancéreux qui sont connus pour être neurotoxiques. Alors, c'est quoi? On parle de neuropathie périphérique. Donc, c'est distal. C'est les nerfs périphériques. Sensitivo-motrice, distale et symétrique. On dit qu'elle est principalement sensitive, c'est plus des désordres de la sensibilité. Distale, on dit en gants et chaussettes. C'est typiquement les mains et les pieds qui sont touchés, et quand on regarde dans les études auprès des patients, c'est plus les pieds que les mains qui sont touchés. Et typiquement symétrique. Si c'est pas symétrique, ça peut laisser penser à d'autres lésions. Alors après, ça peut aussi révéler des désordres neurologiques, une lésion ancienne qui se révèle un peu avec l'anticancéreux. Dans les symptômes que l'on va retrouver, typiquement des engourdissements, perte de sensibilité, plutôt des symptômes négatifs, on perd la sensibilité des extrémités, des douleurs provoquées par le chaud et par le froid. Il a été évoqué une sensibilité au chaud et au froid. L'oxaliplatine, anticancéreux du cancer colorectal, est caractéristique pour déclencher une hypersensibilité au froid. Hypersensibilité au froid dans les heures, voire les jours qui suivent la perfusion de l'anticancéreux, et puis après qui va se chroniciser avec le temps. On peut avoir des douleurs spontanées. À noter que la douleur, comme ça a été évoqué, et je ferai écho à ces commentaires, la douleur est un signe d'une neuropathie sévère, c'est-à-dire que les patients, quand ils rentrent dans la neuropathie, ça va être d'abord fourmillement, engourdissement, sensations étranges dans les extrémités, et si on continue la chimiothérapie, c'est-à-dire que le patient peut avoir ces désordres, s'il n'y a pas de dialogue avec l'oncologue autour de ces symptômes, l'accumulation de l'anticancéreux va accentuer les symptômes. Et donc, on va progresser vers des neuropathies plus sévères et l'apparition de ces douleurs neuropathiques qui impactent lourdement le patient et qui sont difficiles à traiter. Une atteinte motrice est possible. C'est moins marqué, c'est aussi possiblement moins étudié. Diminution des réflexes ostéotendineux. Souvent, ce qui est décrit, c'est des pertes des mouvements fins des patients. Donc, c'est à la fois sensitif, mais c'est aussi moteur. Pour retrouver des crampes, on va avoir ce qu'on appelle des troubles de la proprioception. C'est la sensibilité interne, la perception du corps dans l'espace, et ça va amener des chutes. On décrit plus de chutes chez les patients qui ont des neuropathies. Et enfin, on peut avoir des atteintes végétatives. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est le système nerveux autonome, c'est le système nerveux qu'on est incapable de contrôler, qui permet de contrôler la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le fait d'aller à la selle, de pouvoir uriner. On peut avoir des lésions sur le système nerveux autonome, mais c'est beaucoup plus rare et c'est plutôt réservé à certains types d'anticancéreux, comme la vincristine par exemple. Les délais d'apparition exceptionnels, en aigu pour l'oxaliplatine et le paclitaxel. Pour l'oxaliplatine, c'est très caractéristique. Pour le paclitaxel, c'est plutôt des désordres moteurs. Mais le plus caractéristique, c'est chronique. C'est la répétition des cures de chimiothérapie qui va entraîner l'apparition de la neuropathie. Et comme ça a été décrit, parfois, ça peut apparaître après la fin des traitements. C'est un terme anglais. On parle de phénomène de costing, c'est-à-dire que la neuropathie s'aggrave ou même apparaît. Il ne s'est rien passé pendant la chimiothérapie et elle apparaît après les cures de chimiothérapie. Alors, combien de patients? Les études, globalement, c'est très divers, mais il y a un très beau papier scientifique sorti en 2014 qui rapporte qu'à la fin de la chimiothérapie, le premier mois, on est autour des 2/3 des patients. C'est très important. C'est très élevé. Nous, on a fait des études sur l'oxaliplatine et le bortezomib, cancer colorectal d'un côté, myélome multiple de l'autre. En moyenne, 2 à 3 ans après la fin des traitements, on est autour d'1/3 des patients pour l'oxaliplatine et 1/4 pour le bortezomib. Et chez les patients qui ont des neuropathies, 1/3 ont des douleurs, c'est-à-dire des symptômes bien connus. Comment identifier une neuropathie? Déjà, c'est le dialogue avec l'oncologue. À mon avis, ça c'est très important. J'ai mis la plainte des patients. Ça fait un peu sévère comme terme, mais il faut en parler à l'oncologue. Il faut parler de ces signes étranges, neurologiques. On ne sait pas trop ce que c'est, parce que c'est les premiers signes avant que la neuropathie s'aggrave. Malheureusement, il n'y a pas de gold standard. Il n'y a pas de stratégie aujourd'hui validée, utilisée par tous. Le mieux serait de pouvoir assembler un examen clinique poussé des patients, d'évaluer les sensibilités des patients. On peut avoir des hypersensibilités au chaud, au froid, voire même, selon certains anticancéreux, des pertes de sensibilité.
mesurer les conductions nerveuses. Normalement, il y a un ralentissement, c'est la neuropathie. Encore plus loin, faire des biopsies cutanées pour regarder les terminaisons nerveuses et voir qu'il y en a moins. Mais c'est très invasif pour les patients et, à mon avis, peu réaliste dans une consultation oncologique. Il y a des questionnaires cliniciens, il y a des questionnaires patients. J'ai affiché, bon, c'est illisible, c'était pas le but de le lire, mais ces questionnaires patients, ils fonctionnent bien, sont assez sensibles et rapportent plus de sensibilité. On sait que quand on pose la question aux patients via des questionnaires, on a plus de retours que quand c'est le clinicien, on est plus sensible que quand c'est le clinicien qui fait cette évaluation-là. En pratique, il faut être honnête, c'est peu réalisable parce que on traite le cancer, l'oncologue est habitué à traiter le cancer, la neuropathie, c'est pas forcément un des effets indésirables les plus dramatiques. Si on pense à l'hématotoxicité, je suis désolé de dire ça, mais pourtant, moi, je le pense que la neurotoxicité, c'est un vrai problème. Donc, c'est beaucoup focalisé sur le traitement du cancer. Et puis, se pose aussi le problème de l'après-cancer. Quand les patients retournent en ville, que c'est le médecin généraliste qui n'est peut-être pas forcément bien rodé pour l'accompagnement de ces patients. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Je vais faire simple parce que c'est compliqué. On altère les nerfs. Chaque anticancéreux a des mécanismes a priori neurotoxiques différents, avec des cibles différentes. Et donc, moi, je reste convaincu qu'en clinique, les symptômes ne sont pas tous les mêmes et qu'on ne peut pas forcément mettre toutes les neuropathies chimio-induites sous le même chapeau. Et probablement que les traitements ne sont pas les mêmes. Mais à ce jour, on n'a pas forcément de données bien étayées par rapport à ça. Les traitements. Alors aujourd'hui, dans le monde, aux États-Unis, en Europe, il y a des recommandations. ASCO, ESMO, c'est l'association américaine pour le traitement du cancer. L'ESMO, c'est la version européenne. En 2020, il y a des recommandations qui sont sorties. En prévention, ce qu'il faut retenir, aucun agent n'est recommandé. Il y a même des recommandations de ne pas utiliser certains produits en prévention. Ça ne marche pas. Pendant longtemps, on donnait du calcium et du magnésium pour prévenir la neuropathie induite par l'oxaliplatine dans le cancer colorectal. Aujourd'hui, c'est démontré, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Maintenant, le traitement. La recommandation, aujourd'hui, c'est la duloxétine. Ce médicament, c'est un antidépresseur qui a une efficacité analgésique. Son nom de spécialité, c'est le Cymbalta. Et malheureusement, il est peu utilisé en France par les oncologues et par les médecins. Je pense que les choses vont changer parce que les recommandations sont en train d'évoluer en France. À noter que c'est quand même un niveau de recommandation modéré. Ça marche, mais c'est pas non plus complètement fou. En deuxième ligne, on peut retrouver la venlafaxine, qui est un autre antidépresseur. Beaucoup de patients en France reçoivent de la prégabaline, qui est un antiépileptique, dont l'efficacité dans les neuropathies périphériques chimio-induites est très douteuse. Après, on peut évoquer d'autres antidépresseurs comme la mitriptyline ou des opioïdes. Mais prudence sur les opioïdes qui doivent être pris au long cours. Peut-être, c'est vraiment à discuter avec des algologues et des gens experts. Aujourd'hui, la question commence à venir sur des topiques locaux, avec du menthol, des choses comme ça. La capsaïcine est intéressante et en cours d'évaluation. Enfin, il y a un projet qui va démarrer, je pense, cette année dans les neuropathies périphériques chimio-induites pour évaluer son efficacité. En pratique, réduction de dose, arrêt de traitement sous décision de l'oncologue pour éviter d'aggraver la neuropathie. On sait que si la neuropathie s'installe et qu'on continue de donner les anticancéreux neurotoxiques, on va aggraver la situation. Et en pratique aussi, malheureusement, très peu de patients sont traités. Dans nos études, on est moins de 10% des patients sont traités pour leur neuropathie et ne sont pas traités avec la prégabaline. Les stratégies alternatives, activité physique adaptée, résultats encourageants, plus d'études nécessaires, mais c'est intéressant. L'acupuncture, pareil. La stimulation électrique nerveuse transcutanée, des résultats intéressants, mais à valider encore. La cryothérapie, la compression cryothérapie, c'est avoir des gants froids ou des chaussettes froides sur les mains, sur les pieds, pendant la chimiothérapie, pour limiter que l'anticancéreux vienne trop dans les mains ou dans les pieds. En fait, on a un effet de vasoconstriction, donc on diminue l'exposition des extrémités à ces produits. Pas de résultats concluants pour l'instant. La phytothérapie, à mon sens, je suis pharmacien et toxicologue, méfiance. Pas de résultats concluants. On ne sait pas toujours ce que l'on prend quand on prend de la phytothérapie. Juste pour conclure, un vrai problème en oncologie. Beaucoup de patients, finalement, ont des neuropathies, ne sont pas forcément pris en charge. Les possibilités de traitement sont limitées. Alors, la recherche, aujourd'hui, explose dans ce domaine. C'est très bien, un peu tard, à mon sens.
parce que ça a un impact très fort pour les patients. Et qu'il faut améliorer le screening et le repérage de ces patients. Alors, ça passe aussi par un dialogue entre les patients et l'oncologue. On sait que les patients, parfois, ont peur de parler des effets indésirables, au risque de se voir faire changer les protocoles, mais d'aggraver la neuropathie et les symptômes. Il faut penser aussi à la suite. Donc, rien en prévention, ce qu'il faut retenir, c'est la duloxétine. Il faut bien que les médecins prescripteurs respectent les modalités de prescription. Il y a une escalade de doses, parce qu'il y a des effets indésirables, et il faut rentrer doucement dans le traitement. Je dis impact sur le cancer et la survie. Ces neuropathies imposent parfois des arrêts de traitement, des switches, et tout ça, on ne connaît pas l'impact. Donc aujourd'hui, moi, je reste confiant, parce qu'il y a des nouveaux traitements qui sont en train d'arriver, d'être évalués, d'être validés, avec des topiques locaux, du repositionnement de médicaments qui ont déjà des AMM. Et puis, j'en ai pas parlé, mais ces neuropathies, elles durent longtemps, mais je reste convaincu qu'elles s'améliorent avec le temps. Donc, il faut aussi prendre un peu son mal en patience. Les choses vont s'améliorer. Je vous remercie pour votre attention. J'ai été un peu long. Merci beaucoup. C'était déjà très intéressant. On va revenir avec quelques questions et en prendre aussi qui viennent de notre audience. Pour en revenir déjà sur, finalement, quand on est le patient et qu'on a un traitement et qu'on se pose la question de savoir si ce qu'on ressent, c'est une neuropathie. Alors, certains me parlent du test du bouton. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Est-ce que vous pouvez redire en fait un peu les petits signes qui doivent alerter les personnes, même si, et Cyril le disait très bien, nous, en tant que personne, on ne va pas dire que c'est une douleur. C'est-à-dire toutes ces choses qui vont changer. Et pour vraiment redire, si vous ressentez ça ou si vous avez des difficultés pour faire tel ou tel geste, parlez-en à votre équipe. Est-ce que vous pouvez nous redire ce message-là qui est très important? Alors, la douleur, elle est beaucoup plus tardive. Ce qui apparaît en premier, c'est les troubles de la sensibilité. Sensibilité au chaud, au froid. Certains anticancéreux, c'est très caractéristique. Hypersensibilité au froid pour l'oxaliplatine. Le plus fréquemment, ça va être ce qu'on appelle des fourmillements, des picotements dans les mains, dans les pieds. Et le plus souvent, symétrique. C'est-à-dire que si c'est la main droite, ça doit aussi toucher la main gauche. Alors, ça ne veut pas dire que si ce n'est pas symétrique, il ne se passe rien, qu'il ne faut pas en parler. Mais les premiers symptômes, ce sont ces désordres-là, que l'on appelle des fourmillements, des picotements. Et la douleur, c'est un symptôme qui apparaît après, quand on est déjà rentré plus loin dans la neuropathie. Tout à l'heure, Cyril parlait aussi de signes ORL. L'oxaliplatine peut entraîner des sensations d'étranglement, de faire une fausse route. Boire un verre d'eau froide dans les jours qui suivent la perfusion de l'anticancéreux peut déclencher des sensations d'étranglement, alors qu'il se passe rien. Il n'y a pas d'anomalie, je veux dire, il n'y a pas un spasme laryngé, c'est juste sensitif et c'est très marqué. Et plus ces signes aigus sont marqués, plus la neuropathie risque d'être marquée en chronique, c'est-à-dire que plus les désordres apparaissent au début, plus sur le long terme, on sait que la neuropathie sera marquée. Donc, il faut parler de ces signes à l'oncologue, au médecin. Ça fourmille, ça picote, je ne connaissais pas ces sensations. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'il parle de la douleur parce que c'est le signe qui amène souvent le traitement, de dire il faut donner un analgésique pour calmer la douleur, mais c'est déjà qu'on est allé loin dans la neuropathie quand la douleur est présente. Merci beaucoup, professeur Balessac. Donc, on voit au nombre de questions et puis aux félicitations que vous avez que beaucoup de gens ignoraient tout ce domaine et que vos explications ont permis à beaucoup de mettre des mots sur leurs mots. Donc, il y avait ce problème de ce qu'avait défini Cyril comme une gêne qui est en fait le début d'une douleur. Et vous évoquiez justement la prise en charge de cette douleur par les soins oncologiques de support. Et certains de nos auditeurs disent, mais nous, on n'en a pas. Comment accéder à cette prise en charge de la douleur si notre oncologue ne nous en parle pas, s'il n'y a pas cette équipe pluridisciplinaire autour de l'oncologue ou même en ville? Est-ce qu'il y a un réseau auquel on peut s'adresser, quel que soit l'endroit où on habite en France? Alors, c'est pas une réponse simple et ça va dans le sens de notre projet de créer un site internet cancer et douleur parce que justement on pense qu'il y a un peu un manque autour de ça. Alors, en parler avec l'oncologue, en parler avec les médecins généralistes, avec les associations de patients.
La Ligue contre le cancer, à Clermont-Ferrand, je sais, ils ont des démarches dans ce sens pour relier les patients avec les structures de prise en charge, notamment des soins de support. Il y a le site internet de la SFETD, la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur, qui recense les structures de prise en charge de la douleur dans le cancer. Mais c'est vrai que c'est pas encore assez transparent, à mon sens, et qu'on peut mieux faire parce que ces structures existent. Elles existent dans les établissements. Dans les CHU, c'est sûr, dans les établissements de taille un peu plus petite, le plus souvent, il y a des équipes mobiles de prise en charge de la douleur, etc. Donc, normalement, faut se rapprocher aussi des centres d'évaluation et de traitement de la douleur, des CETD, qui sont le plus souvent en lien avec les services de soins palliatifs. Alors, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que souvent, les services de soins de support sont adossés aux services de soins palliatifs. Alors, le terme soins palliatifs, ça fait peur, mais souvent, c'est là aussi qu'il y a des experts douleur et cancer. Et donc, soins de support. À Clermont-Ferrand, c'est le cas, en l'occurrence. Et ce n'est pas que pour du soin palliatif. Important. Eh ben, merci beaucoup. Donc, en parler, ça existe. Oui, je trouve que c'est très important de le rappeler parce qu'on a quand même pas mal de patients du coup qui sont amenés, souvent avec un décalage de temps, à consulter donc des centres antidouleurs. Et comme vous le disiez, en fonction des hôpitaux, ils peuvent être hébergés dans tel ou tel service, dont le service des soins palliatifs. Il y a une chose dont on entend parler pas mal sur nos réseaux et qu'il ne me semble pas que vous ayez abordé, c'est la possibilité de traiter certaines douleurs, à ma connaissance neuropathique, avec des patchs. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ça? Alors, c'est ce que je mentionnais à la fin de mon diaporama. Il y a des patchs de capsaïcine, ça s'appelle le Qutenza. Alors, ça marche bien sur les douleurs neuropathiques localisées. Il y a une étude, un PHRC, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour dire que c'est une étude nationale qui a été validée, qui devrait démarrer, j'espère, enfin le financement a été validé, qui devrait démarrer l'année 2023 pour mesurer l'efficacité justement de ces patchs par rapport à la duloxétine, traitement de référence. Il y a eu des résultats chez l'animal relativement intéressants. Alors la capsaïcine, c'est le principe actif du piment. C'est ce qui fait que ça pique, ça donne ce goût piquant. Ça a la propriété, si je fais simple, d'endormir un petit peu le système nerveux et sur la perception de ces douleurs. Ça marche bien sur les douleurs neuropathiques, dans les neuropathies périphériques chimio-induites, qui sont quand même localisées, main, pied. Ça peut être intéressant. Attention à la manipulation de ces patchs, parce que la capsaïcine, alors, ça n'entraîne pas de lésions, mais des sensations de brûlure très fortes. Typiquement chez un homme, manipuler un patch de manière pas raisonnable, sans gants et aller uriner derrière, ça peut exposer des sensations assez nouvelles. Donc, c'est à manipuler avec précaution, pas parce qu'il y a un risque pour le patient, mais voilà, on peut avoir des sensations désagréables. Et c'est un patch qui est appliqué, alors j'ai plus en tête les durées, mais le patch est appliqué sur une certaine durée, on l'enlève, et en fait, on a une efficacité qui va durer dans le temps plusieurs semaines à plusieurs mois. Nicolas peut-être connaîtra mieux que moi les patchs de Qutenza, mais voilà, c'est des perspectives intéressantes. Et dans les recommandations, aujourd'hui, c'est pas mis en avant pour dire que c'est le traitement de référence, parce qu'on manque de données pour ces neuropathies périphériques chimio-induites, mais en tout cas, les données sont très encourageantes pour l'instant, et a priori, des données seront connues dans les, on va dire, 2 ans qui viennent, 2-3 ans. Super, merci infiniment, professeur Badessac. Alors, le temps file, comme me dit Laure sur WhatsApp. On va passer donc au professeur Authier. Professeur Badessac, si on a des questions, on n'hésitera pas à vous les poser en fin de session. Professeur Authier, j'avais complètement oublié de dire que vous étiez bénévole à la Fondation Analgesia, qui est une fondation sur la recherche de la douleur. Donc, voilà, peut-être que ça peut aussi aider certains de nos internautes. On va mettre le lien sur le chat. C'est à vous. On vous met vos slides. Bien, merci. Merci tout d'abord pour cette invitation à venir échanger avec votre réseau.
et à discuter effectivement plus spécifiquement autour des douleurs neuropathiques. Alors, moi, on m'a demandé de vous parler plus particulièrement, on va dire, d'une alternative thérapeutique qui pointe son nez en France, le cannabis médical, mais vous allez voir que ça va recouper aussi des problématiques qui viennent d'être évoquées, puisque probablement que la première des indications du cannabis médical, si on met de côté l'épilepsie, en termes de douleurs, ce sont les douleurs neuropathiques, ce sont en tout cas dans ce cadre-là où on a le plus de preuves scientifiques de l'intérêt du cannabis à usage médical. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt avec ce sujet, donc pas de conflit non plus. Je voulais d'abord, du coup, commencer par une diapo très simple, mais qui consiste à dire de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de cannabis médical, parce que je crois que ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde, et ce qui est assez normal d'ailleurs. Parce que vous entendez parler de cannabis médical d'un côté, thérapeutique de l'autre, vous entendez parler de CBD, de cannabidiol, de cannabis légal, enfin pour ceux qui s'intéressent à ça ou qui cherchent des solutions. Alors je vais essayer en une diapo de résumer de quoi je parle. Le cannabis médical, en réalité, c'est un cannabis, ce sont des produits qui sont fabriqués à partir de fleurs de cannabis, qui sont issus de différentes variétés de cannabis, donc de compositions variables, et qui contiennent notamment des concentrations variables en deux substances, le CBD d'une part, le cannabidiol, et le THC d'autre part, ou le tétrahydrocannabinol. Ce sont les deux qu'on appelle phytocannabinoïdes majoritaires dans le cannabis, mais en fonction des variétés, et il en existe des centaines différentes, eh bien, il peut y avoir plus de l'un, plus de l'autre, ou à peu près les deux en quantité équivalente. Et en fait, on va fabriquer à partir de ces extraits de plantes ou directement à partir de la fleur séchée de cannabis des médicaments. Donc, je dis des médicaments parce que ce sont des produits qui doivent être de qualité pharmaceutique. Donc, ce n'est pas ce que l'on trouve dans une boutique ou sur Internet. Je ne les oppose pas pour autant, ce n'est pas la question, mais je veux dire, en termes de qualité, là, on parle de qualité pharmaceutique, ça veut dire qu'on a l'assurance d'avoir un produit qui est stable dans le temps, bien sûr, et qui contient sensiblement toujours la même quantité de principes actifs, comme le doivent le faire tous les médicaments. La finalité est thérapeutique, mais on n'appelle pas ça du cannabis thérapeutique parce que finalement, le cannabis thérapeutique, c'est un peu réducteur. Ça ne se focalise que sur la finalité d'usage et pas sur le reste, c'est-à-dire la qualité du produit et la façon de se le procurer. Parce que dans le cannabis thérapeutique, on pourrait très bien imaginer l'usage autothérapeutique du cannabis que font certains patients, par exemple. Mais ce n'est pas le cannabis médical parce que les produits qui s'utilisent ne sont pas forcément toujours de bonne qualité, pas forcément constants dans le temps, et il n'y a pas d'accompagnement médical pour ces patients. Donc le cannabis médical, c'est une finalité thérapeutique, des produits de qualité pharmaceutique, c'est une prescription médicale, comme des médicaments sur prescription, et une dispensation pharmaceutique. Donc ce sont des médicaments, en fait. Le terme que j'aurais dû écrire, c'est que ce sont des médicaments dont on parle. Alors après, il y a plein de statuts différents de médicaments. Là, ce cannabis médical qui est en train d'être expérimenté en France, pour l'instant, il n'a pas de statut. L'agence du médicament parle de médicaments, mais ne lui a pas attribué un statut particulier. Il existe plusieurs statuts différents pour être des médicaments. La majorité des médicaments que vous connaissez, ce sont des spécialités pharmaceutiques qui ont une autorisation de mise sur le marché. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas des produits qui vont relever de l'autorisation de mise sur le marché, mais d'une autorisation probablement ad hoc pour ces produits-là. Mais ce n'est pas encore tranché, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera réellement, puisque ce n'est pas encore légalisé, c'est au stade encore expérimental. Alors, pour quelles indications on utilise ce cannabis médical ou cette famille de produits? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs substances, il y en a deux, et qu'en fonction de leur proportion dans les produits, en fait, on n'a pas du tout affaire aux mêmes médicaments, même s'ils sont issus d'une même plante qui s'appelle le cannabis ou le chanvre, parce que chanvre au cannabis, ça veut dire la même chose. Eh bien, en fonction des indications, on va utiliser différents produits. Et les 5 indications qui ont été retenues par l'Agence du médicament, à partir de données scientifiques, donc de preuves scientifiques, et sur la recommandation de sociétés savantes concernées par ces indications, eh bien, ce sont les douleurs neuropathiques réfractaires. Alors, je l'ai mis en numéro 1, pas parce qu'on parle beaucoup de ça ce soir, mais aussi parce que, en réalité, je vous l'ai dit, c'est quasiment la première des indications de par le monde.
Et dans notre expérimentation en France, le nombre de patients inclus est largement devant pour cette indication. On a inclus déjà plus de 600 patients, je crois, dans l'indication douleur neuropathique réfractaire. Ensuite, on a la spasticité douloureuse. La spasticité douloureuse, on le connaît bien dans une pathologie qui est la sclérose en plaques. Alors, elle n'est pas toujours douloureuse, la spasticité. La spasticité, ce sont des formes de raideur, de contraction musculaire anormale, qui sont parfois douloureuses ou parfois qui ne le sont pas. Là, l'indication, c'est spasticité douloureuse. Ce n'est pas la même chose que la douleur neuropathique, ce n'est pas la même douleur, même si ça vient d'un dysfonctionnement neurologique des nerfs dans les deux cas. Les douleurs neuropathiques réfractaires, elles peuvent être d'origine périphérique ou centrale. Donc, ça peut effectivement être lié, par exemple, à un traumatisme, un accident, avec une lésion au niveau de la jambe. Ça peut être localisé après une mastectomie sur un cancer du sein, etc. Voilà. Puis ça peut être plus généralisé. Et c'est le cas, par exemple, dans les neuropathies chimio-induites, puisque là, le produit va se diffuser dans tout le corps. Donc, tous les nerfs peuvent potentiellement souffrir. La douleur neuropathique, je reviendrai dessus sur une autre diapo, pour vous préciser un peu comment on aborde l'usage du cannabis médical. Troisième indication, les symptômes rebelles en oncologie. Alors, c'est un titre très, très large, vous voyez. Pardon. Donc là aussi, il y a de la douleur, mais ce sont les symptômes rebelles. Donc, après avoir essayé les traitements de référence, et notamment dans les douleurs liées au cancer, on essaye très souvent les opioïdes, comme la morphine, par exemple, qui est un bon traitement de la douleur dans certaines douleurs du cancer. Mais en cas d'échec ou en cas de mauvaise tolérance des opioïdes, comme la morphine, on peut essayer le cannabis à usage médical. Et puis, il peut être utilisé aussi dans des problèmes de perte d'appétit, cachexie, perte de poids, pour redonner de l'appétit. C'est notamment le THC qui fait ça. Et puis, on l'a longtemps utilisé, pas en France, mais dans d'autres pays où c'était autorisé avant, comme le Canada, par exemple. C'est autorisé depuis 2001. On l'a utilisé pour essayer de diminuer les nausées, vomissements induites par les chimiothérapies. Mais il faut le dire quand même que maintenant, on a un arsenal thérapeutique particulièrement performant là-dessus. En tout cas, qu'il l'est probablement plus que le cannabis médical. Ce sont les cétrons, qui sont des médicaments très, très, très puissants et qui ont détrôné potentiellement l'usage du cannabis médical. Il y a les situations palliatives. Alors là aussi, c'est un terme très général. C'est pas forcément en situation palliative terminale, globalement, situation palliative, où là aussi, on serait en échec avec certains traitements, les benzodiazépines, les opioïdes, par exemple, où on peut utiliser du cannabis médical. Très souvent, ce sont les patients qui souffrent ou qui ont souffert d'un cancer, mais pas uniquement. On peut se retrouver dans d'autres situations, la sclérose latérale amyotrophique, etc. Et puis enfin, cinquième indication, ce sont les épilepsies pharmacorésistantes, c'est-à-dire les épilepsies, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, qui résistent à 3 ou 4 lignes de traitement antiépileptique. Et là, dans cette dernière indication, on utilise uniquement des produits qui sont riches en cannabidiol, en CBD. On n'utilise pas le THC. Et bien, il y a d'ailleurs un médicament qui existe, qui s'appelle l'Epidiolex, qui est autorisé en Europe et donc en France, et qui est autorisé dans 3 épilepsies très particulières, notamment chez l'enfant, qui sont un peu rares, mais qui sont effectivement très importantes, avec des crises d'épilepsie quotidiennes, des retards de développement importants, et donc ça peut parfois permettre à certains patients de diminuer la fréquence et l'intensité de leur crise. Donc voilà les 5 grandes indications. Peut-être qu'il y en aura d'autres en fonction de l'évolution de la littérature scientifique. Dans d'autres pays, il y en a d'autres qui sont parfois utilisées, mais il faut savoir que ces 5 grandes indications représentent probablement 80 à 90% des indications d'usage du cannabis médical dans le monde. Alors, comment on le prend, ce cannabis médical? Je vous l'ai dit, on peut utiliser des fleurs séchées, puisque c'est dans les fleurs, dans l'inflorescence, et plus particulièrement dans des structures glandulaires de la fleur qu'on appelle les trichomes, qu'on retrouve des substances actives. Alors, on en retrouve des centaines de substances, mais je me focalise sur le THC et le CBD, mais il y en a 300, 400, voilà, on ne sait pas toutes si elles ont un intérêt, mais il y en a beaucoup. Alors, ces fleurs, on les fait sécher, et puis, à partir de là, on peut les utiliser par une technique qui s'appelle la vaporisation. C'est-à-dire qu'on utilise un dispositif spécifique qui va chauffer la fleur broyée, une quantité de fleurs broyées, 100, 150 mg de fleurs broyées,
qui va la chauffer entre 190 et 210 degrés, pas plus, pour qu'il n'y ait pas de combustion. Mais il y aura juste de la vapeur qui va s'échapper du dispositif, que l'on va inhaler, et dans cette vapeur, on retrouve du CBD, du THC ou les deux. Mais il n'y a pas de combustion, c'est-à-dire qu'on ne fume pas des joints de cannabis médical. Hein. Les joints de cannabis médical, ça n'existe pas. Voilà. Enfin, ça n'existe pas, en tout cas, on ne souhaite pas que ça existe, parce que sinon, effectivement, on peut avoir un effet intéressant, thérapeutique, mais derrière, on a quand même des effets très dangereux liés à la combustion, cancérigène et cardiovasculaire. Après, on va dire que ça, c'est l'histoire du cannabis médical, la fleur. C'est l'histoire depuis des millénaires. Et puis, avec l'évolution et les différentes techniques d'extraction qui ont été découvertes, maintenant, on peut aller extraire des fleurs, des substances. On fait ça en phytothérapie, hein, finalement, c'est pas très original. Et on va faire des huiles, qui est une première forme pharmaceutique disponible. Puis à partir des huiles, on pourra faire d'autres produits, bien sûr, comme des capsules, si on veut pouvoir les avaler. Mais les huiles ont l'avantage de pouvoir être prises par aussi bien des enfants de moins de 6 ans que des personnes, parfois, qui ont des difficultés à déglutir, suite à des problèmes, par exemple, des cancers ORL, tout simplement. Voilà. Et donc, ces huiles, on les avale. On peut les mettre par voie sublinguale, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Ça ne va pas plus vite par voie sublinguale que par voie orale directe. Et on les avale souvent matin et soir. Alors, l'objectif du cannabis médical dans la douleur, je reviens un peu spécifiquement, peut-être plus pour la douleur neuropathique, parce que c'est pour celle-là qu'on a le plus de preuves et c'est pour celle-là qu'on a l'autorisation de la prescrire dans l'expérimentation. Pour l'instant, on n'a pas d'autres. On a aussi, évidemment, dans la douleur liée au cancer réfractaire, mais dans d'autres douleurs, type fibromyalgie, par exemple, on n'a pas l'autorisation pour prescrire le cannabis médical parce qu'on manque de preuves dans ce domaine-là pour l'instant. La douleur neuropathique, c'est un problème de douleur, comme son nom l'indique, mais elle impacte bien davantage la qualité de vie du patient que les autres douleurs. Le professeur Balessac vous a décrit ce que c'était, hein, ces douleurs neuropathiques, avec certes des fourmillements, des picotements, mais surtout des décharges électriques, des brûlures, des sensations de froid, des coups de poignard, etc. C'est des choses qui sont extrêmement insupportables. C'est peut-être pas pire que l'algie vasculaire de la face, mais ça fait partie des douleurs les plus difficiles à supporter. Et donc, la douleur neuropathique, lorsqu'on veut la traiter, il faut s'intéresser à l'intensité de cette douleur, bien sûr, mais il faut surtout s'intéresser aux complications, aux conséquences de cette douleur. Il faut s'intéresser au sommeil, à l'anxiété, à l'humeur, par exemple, à la mobilité du patient, etc. Et en fait, je vous dis ça parce que le cannabis médical, dans la douleur, c'est un traitement du patient qui souffre de douleur, plus qu'un traitement de la douleur dont souffre le patient. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, mais alors c'est pas très original. Maintenant, on parle beaucoup de traitement d'approche holistique. C'est une évidence, ça paraît une évidence. On met des mots sur des évidences, mais parfois ça permet de revoir les objectifs thérapeutiques. Et donc un patient qui nous dit j'ai un peu moins mal, mais statistiquement on pourrait dire c'est pas très significatif. Et si par ailleurs il dort un peu mieux, si par ailleurs il est moins anxieux, si par ailleurs il sort plus souvent de chez lui, etc., etc., globalement, on peut avoir un effet qui peut être évalué comme positif. Et en fonction des études d'ailleurs, certaines disent la douleur est pas forcément très bien soulagée, elle diminue de 10-20%, c'est pas mal, mais c'est pas toujours significatif. Néanmoins, le patient dort mieux. Et un patient qui dort mieux, c'est un patient qui le lendemain est psychiquement plus fort pour supporter et vivre avec sa douleur. Et tout ça, ça compte finalement, parce qu'on est sur une douleur chronique qu'on ne pourra pas faire disparaître. Donc, je crois que c'est ça qui est important. Moi, je crois que le cannabis médical, dans la douleur, c'est un traitement du patient qui souffre de douleur dans sa globalité. Et il ne faut pas juste se focaliser sur une diminution de l'intensité de la douleur. D'ailleurs, dans les centres de la douleur, on parle le moins souvent possible de la douleur avec nos patients, si je puis dire. En tout cas, le moins souvent possible de l'intensité de leur douleur, parce que sinon, on passerait notre temps à être mutuellement en échec thérapeutique, ce qui n'est pas très motivant quand même pour le patient. Il y a des effets indésirables, bien sûr, avec le cannabis médical, comme toute substance active, que ce soit d'origine naturelle ou pas. Et le cannabis médical, il n'est pas intéressant parce qu'il est d'origine naturelle, il est intéressant parce qu'il y a des substances chimiques à l'intérieur, phytochimiques, qui sont actives et qui parfois peuvent aller se fixer sur des récepteurs aussi, qui n'ont pas d'intérêt en thérapeutique, mais qui entraînent des effets indésirables. Alors, les principaux effets indésirables, je ne vais pas tous lister, parce que, comme pour tous les médicaments, on pourrait en faire des listes, mais ceux qu'on retrouve et qu'on retrouve dans notre expérimentation, après avoir traité
1950 patients depuis 1 an et demi. Eh bien, ce sont les troubles généraux et le premier qu'on rencontre, c'est la fatigue. Des troubles neurologiques avec la somnolence, il y a un effet sédatif qu'on observe avec le THC le plus souvent, mais parfois aussi avec le CBD, qui peut avoir entraîné une somnolence chez certains patients. Des troubles psychiatriques, c'est notamment de l'anxiété. Le plus souvent, c'est de l'anxiété. Les gens sont plus anxieux, font parfois des crises d'angoisse. Ça peut aller jusqu'à de la paranoïa, des symptômes que l'on dit psychotiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a contre-indiqué le cannabis médical chez les patients qui souffrent de psychose ou de schizophrénie, parce que, notamment pour les formes qui contiennent du THC, parce que ça pourrait déstabiliser, déséquilibrer leur maladie. Et puis les troubles cardiovasculaires, le plus fréquent, ce sont les palpitations. On peut aussi avoir une véritable tachycardie, une accélération du cœur durable, on peut avoir une hypertension artérielle. Et on contre-indique d'ailleurs le cannabis médical chez les patients qui, dans les 12 mois précédents, ont eu un accident cardiovasculaire, par exemple, ou une poussée hypertensive, infarctus du myocarde, AVC, et qui ne sont pas stabilisés avec un traitement antihypertenseur, par exemple. Voilà, donc ça, c'est les principaux effets indésirables. Voilà, ils existent, on les surveille. On n'a pas découvert grand-chose. Il faut dire que le cannabis, c'est quand même pas la plante la moins consommée en dehors de la médecine, ou à visée autothérapeutique, parce que vous savez que quand on fait des enquêtes, y compris à l'échelle européenne, finalement, la première des raisons pour lesquelles les gens consomment du cannabis, ce n'est pas du tout la défonce, et ce n'est pas du tout le récréatif, c'est la recherche d'un soulagement, mieux dormir, moins stressé, etc. On rend tout ça dans le récréatif à tort, la plupart du temps. Il y avait une question qui m'avait posée en amont de cette préparation, c'était est-ce le cannabis médical et la conduite automobile? Parce que c'est une question finalement qui est assez importante et qu'il ne faut pas découvrir après. Dans l'expérimentation actuellement, on fait signer des papiers comme quoi les patients n'ont pas le droit de conduire. Enfin, en tout cas, ils s'engagent à ne pas conduire. Nous, on est des médecins, on n'est pas là pour vérifier ou leur interdire quoi que ce soit. On les informe de cela. Alors pourquoi c'est comme ça? Eh bien parce que il y a un code de la route, et dans le code de la route, eh bien, il est marqué qu'il est interdit de conduire après usage d'un stupéfiant. Que ce stupéfiant soit licite, comme la morphine, ou illicite, comme le cannabis, l'héroïne, ou cocaïne, ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y a pas de différence, d'accord? Et quand le ministère de la Justice, lorsqu'il est interrogé sur ce sujet, il ne rentre pas dans ce type de subtilité-là. Il laisse les parquets, en cas de contrôle, exercer une certaine tolérance. Voilà. Et le cannabis médical a été classé stupéfiant. Tous les produits, ce que représente le cannabis médical, les huiles riches en THC, les huiles riches en CBD, les huiles THC, CBD et les fleurs équivalentes, ont tous été classés dans les stupéfiants pour l'expérimentation. Donc, eh bien, la logique, c'est interdiction de conduire. En réalité, le risque, je vous résume en une phrase, il y a eu quelques études qui ont été faites quand même sur le THC et le risque de conduire, et le CBD aussi. Le CBD, il y a quand même assez peu de risques, sauf si vous êtes sujet à la somnolence, bien sûr. Ça, c'est une sensibilité individuelle. Et dans ce cas-là, évidemment, il ne faut pas conduire après avoir pris une huile de CBD, par exemple. Le THC, c'est plus fréquent, effectivement, ce risque-là. Diminution des réflexes, risque une difficulté à maintenir une trajectoire. Et donc, on recommande de ne pas conduire dans les 4 premières heures, médicalement. Hein. Je ne parle pas de justice, là, je parle de médicalement. Les données scientifiques disent qu'il peut y avoir un impact dans les 4 premières heures suite à la consommation de THC, notamment dans un contexte médical. Voilà. Alors, voilà, ça reste interdit. Peut-être que dans l'avenir, effectivement, il y aura une différenciation entre les produits qui contiennent du THC et ceux qui contiennent du CBD. Et il est possible que les produits riches en CBD ne soient plus classés stupéfiants, mais juste substances vénéneuses, c'est-à-dire liste 1, comme le tramadol, par exemple, la codéine, certains anxiolytiques, etc. Voilà. Alors, le classement, c'est une chose, hein, et le classement et le risque, ce n'est pas toujours corrélé. Hein, donc, il faut aussi que chaque individu soit en responsabilité de faire attention à sa réaction après la consommation d'un produit, qu'il soit interdit ou non. Les interactions médicamenteuses avec le cannabis médical, elles existent. Ça a été une vraie question dans le domaine de l'indication cancer, symptômes rebelles en oncologie, parce qu'il y a eu une grande limitation de l'inclusion des patients dans cette indication-là, au tout début en tout cas, dans la première année, on va dire. Parce qu'on avait identifié pas mal de risques d'interaction entre le CBD essentiellement, un petit peu le THC, mais surtout le CBD, qui va aller interagir au niveau du foie et qui va diminuer souvent la capacité du foie à éliminer les autres médicaments associés. Et donc à transformer ces médicaments. Alors soit ça les transforme en médicaments inactifs, et donc on va accumuler des traitements anticancéreux actifs, mais si on les accumule trop, on peut avoir des effets indésirables liés à ces traitements.
On parlait de la neurotoxicité, ça peut être la cardiotoxicité, ça peut être la toxicité digestive, etc. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut, parce que sinon, on déséquilibre le bénéfice-risque. Et puis aussi, parfois, c'est la transformation de ce médicament anticancéreux qui le rend encore plus actif. Et donc, si on bloque cette transformation-là, là, on a une perte de chance, un risque vis-à-vis de la guérison. Donc, vous voyez, c'était un peu, effectivement, on avait une certaine appréhension, on ne pouvait pas se permettre, effectivement, qu'il y ait une perte de chance chez des patients. On est revenu là-dessus en faisant des analyses plus poussées avec un groupe spécialisé dans le domaine, un groupe de pharmacologues qui travaillent en oncologie. Et en fait, globalement, hein, pour vous dire, il n'y a pas de réelle contre-indication en ce qui concerne les immunothérapies, en ce qui concerne l'hormonothérapie, mais il faut, on va dire, surveiller l'apparition d'effets indésirables. Et pour certains d'entre eux, je ne vais pas tous vous les lister, on peut être amené à demander un dosage, en fait tout simplement un dosage plasmatique à un service de pharmacologie pour s'assurer que la concentration plasmatique n'est pas trop élevée de l'anticancéreux concerné. Voilà. Mais aux posologies où on travaille avec le THC, maximum 40 mg souvent, et le CBD, alors on dit 120 mg, mais en réalité on va beaucoup plus haut maintenant. Bon, le risque est quand même assez faible, ce qui fait qu'on a réouvert un peu les portes et on a dit aux médecins oncologues que quand même le risque était vraiment minime, voire inexistant. Et donc, notamment avec le THC d'ailleurs, et donc il fallait pouvoir l'utiliser. Et d'ailleurs, le THC, probablement, ce qui est le plus intéressant en oncologie, aussi bien pour la douleur, nausées, vomissements, que pour ouvrir l'appétit. Donc là-dessus, on espère que ça va pouvoir effectivement être mieux utilisé. Ça dépend bien sûr de la dose utilisée, ça dépend de la marge thérapeutique du médicament anticancéreux. Certains médicaments anticancéreux supportent facilement des variations de concentration sans pour autant être rendus soit inefficaces, soit plus toxiques. Donc, c'est vraiment à la carte qu'il faut réfléchir pour ces questions d'indication. Alors, l'expérimentation française, c'est ma dernière diapo. Hein. Je voulais résumer en une diapo, mais je répondrai aux questions. L'expérimentation française du cannabis médical, elle a commencé le 26 mars 2000. Alors, je me suis trompé, j'ai inversé les dates, excusez-moi. Oui, le début de l'expérimentation, pardon, c'est le 26 mars 2023, c'est pas la fin, c'est le début de l'expérimentation. Attendez, je suis perdu. Non, le début de l'expérimentation, pardon, c'est le 26 mars 2021. Voilà. Et, la fin des inclusions, c'est le 26 décembre 2022, donc c'était 18 mois après le début. Et puis, même un peu plus, ça fait 21 mois. Et puis, la fin de l'expérimentation, qui est une expérimentation de politique publique. Donc, ce n'est pas une expérimentation au sens d'un essai clinique. Tout à l'heure, David vous parlait de PHRC, de recherche clinique. Là, ce n'est pas de la recherche clinique. C'est vraiment pour tester un dispositif d'accès à ces produits. On ne cherche pas à démontrer que c'est efficace. Puisqu'on l'a regardé avant, on l'a étudié avant sur la littérature. Et donc, on arrêtera le 26 mars 2023. Et autant vous dire qu'en ce moment, il y a pas mal d'enjeux autour de ça parce que la suite, quelle qu'elle soit, devra être inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va être rédigé dans les prochaines semaines pour être voté avant la fin de l'année. Que ce soit une légalisation, une prolongation de l'expérimentation, une situation de transition, j'en sais rien. On rentre dans une phase d'un côté très administrative, parce qu'on va parler d'argent, et d'un côté très politique. Et tout ça va pas mal échapper au corps médical. Et j'espère que les patients vont pouvoir se mobiliser pour ça. Les inclusions se font dans des services hospitaliers uniquement. Ce sont des services volontaires hospitaliers. Il y en a 250 ou 280, je crois, qui sont portés volontaires. Ils ne sont pas tous actifs, mais sur tout le territoire français, métropole et une partie de l'outre-mer. Ensuite, une fois qu'on a instauré le traitement, on peut garder les patients, équilibrer le traitement ou d'emblée faire un relais auprès du médecin généraliste. S'il est d'accord, ça veut dire qu'il a été formé, il a suivi une formation en ligne qui dure environ 1 heure et demie, et il est d'accord pour remplir quelques données dans un registre. Ça prend 5 à 10 minutes maximum pour le médecin généraliste, un peu plus de temps pour nous à l'hôpital. Voilà, sinon, mais on a pour l'instant des difficultés pour passer ces relais auprès des médecins généralistes. La dispensation peut se faire à l'hôpital, mais elle peut très bien se faire en officine, directement. Juste, il suffit que les pharmaciens d'officine se forment. On a plus de 800 pharmacies formées en France et on n'a aucune difficulté pour que les pharmaciens se forment et jouent le jeu sur cette expérimentation. Et bon, pour savoir si vous êtes dans les bonnes indications, pour savoir si vous êtes dans les critères d'inclusion, d'exclusion, que je n'ai pas tous mis là ici, pour savoir s'il y a pas loin de chez vous un centre hospitalier qui participe et qui pourrait vous inclure, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site de l'ANSM ou vous allez sur Google
Vous tapez ANSM Cannabis Médical, ANSM Cannabis Médical sur Google, ça va vous donner la page du dossier Cannabis Médical de l'ANSM, et vous avez tout dessus qui est rangé, assez facile à trouver, et vous pourrez, sur des cartes interactives, trouver peut-être des structures qui vous correspondent. Il faut quand même en parler avant avec votre médecin traitant. Il ne faut pas que ça sorte du circuit habituel de prise en soin de vos douleurs, par exemple. Voilà, merci. Merci beaucoup. Juste pour info, Laure a mis le lien où il y a toutes les informations sur la BSM santé, etc. Et on l'avait mis aussi sur la plateforme. Laure, tu avais une question, je crois. Alors, première question parce qu'il y a beaucoup d'interactions sur les questions et les fils. Première chose, est-ce que vous pouvez nous redire, professeur Autier, s'il y a un usage de cannabis thérapeutique, médical dans le cadre de cette expérimentation, est-ce qu'il y a un risque, entre guillemets, d'addiction avec le cannabis? Alors, oui, il y a un risque de dépendance, voire d'addiction, alors dépendance physique, voire dépendance psychologique, qui est plus l'addiction au sens où on l'entend, avec du cannabis, surtout si c'est des formes de cannabis, des produits issus de cannabis qui contiennent du THC, le fameux tétrahydrocannabinol, celui qui est utilisé pour se désinhiber, se défoncer à l'extrême ou s'euphoriser, etc. Donc oui, il y a un risque. Ce n'est pas la substance la plus addictogène dont on dispose. C'est probablement moins addictogène que certains opioïdes, oxycodone, tramadol, fentanyl. Voilà. Le cannabis n'est pas si addictogène que ça. On en parle beaucoup parce que ça fait écho à d'autres problématiques, à des consommations à l'adolescence, etc. Donc, on a une sensibilité, il y a une dimension émotionnelle quand on parle de cannabis qui vient souvent parasiter les vraies données scientifiques autour de cette plante. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de cas. Au bout de 18 mois, on n'a pas observé de déclaration de cet ordre-là. Mais on en aura, ça arrivera, des gens qui auront, par exemple, une perte d'efficacité. Donc, c'est la tolérance, comme on peut avoir avec la morphine, par exemple, ou le tramadol. Et puis, certains d'entre eux, peut-être, auront un syndrome de sevrage lorsqu'on l'arrêtera, si on a mis beaucoup de THC et qu'on l'arrête trop vite ou brutalement. Ils auront de l'anxiété, des troubles du sommeil, des tremblements, par exemple, la transpiration, c'est le syndrome de sevrage au cannabis, ça, bien connu, qui passe, qui dure quelques jours, mais qui est inconfortable. Et puis, d'autres, peut-être, le moins possible, j'espère, peuvent être amenés à perdre le contrôle. Alors, ça dépend. On n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous la même vulnérabilité, on n'a pas tous consommé des substances ou pas avant. On peut être fumeur, pas fumeur. Si on est fumeur, on a déjà un cerveau qui est prédisposé aux addictions. Si on boit trop d'alcool, trop souvent, c'est pareil, etc. Et donc, il n'y a pas de contre-indication. Moi, je soigne. J'ai 5 patients sur les 20 que j'ai actuellement. J'ai 5 patients qui étaient des consommateurs de cannabis auparavant, qui consommaient du cannabis à visée autothérapeutique en grande partie. Je ne dis pas que c'était 100% autothérapeutique, mais en grande partie, c'était autothérapeutique. Ils avaient une douleur sévère, neuropathique, etc. Mais ce n'était pas une contre-indication. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sortis de l'illégalité et on a fait les choses correctement et ils sont plutôt satisfaits parce qu'ils maîtrisent le produit, ils maîtrisent les posologies, ils prennent beaucoup moins de risques, voilà, etc. Et ils se soignent. Et la démarche, il y a un médecin qui vérifie les objectifs, etc. Et ils se soignent. Donc, ce n'est pas une contre-indication en soi. Bien sûr, quelqu'un qui est héroïnomane, on ne va pas lui refuser de la morphine s'il a une douleur sévère ou un cancer, c'est pareil. Donc, mais ça peut exister, effectivement. Ça sera rare, je pense que ça restera quelque chose qu'il faut surveiller, mais la majorité des gens qui consomment du cannabis déjà, sans parler de cannabis thérapeutique, sont peu dépendants au cannabis, heureusement. Ils arrêtent assez facilement. La majorité, on parle toujours de ce qui ne va pas, mais sur les millions de gens qui en consomment, une grande partie d'entre eux ne sont pas dépendants. Et le risque du cannabis, il est plus lié au fait que quand on fume des joints, qu'on associe aussi du tabac. Et le tabac plus cannabis, et bien là, vous augmentez encore plus les risques de développer une addiction. Donc chez nous, il n'y a pas de tabac. Et la fleur, elle est vaporisée. Et normalement, on essaie de maîtriser les posologies. Bon, voilà. On aura quelques cas, bien entendu. Mais on n'en aura pas plus qu'avec le tramadol, je pense. Merci beaucoup, professeur Autier. Alors, vous avez présenté les critères d'inclusion et vous avez bien rappelé qu'il fallait bien sûr en parler avant avec son oncologue, son médecin, pour pouvoir aller dans un centre agréé par l'ANSM. Dans les critères d'inclusion, il ne semble pas qu'il y avait des médicaments, notamment des anticancéreux, qui étaient nommés. Et les questions des auditeurs sont, est-ce qu'avec tel ou tel traitement, il peut y avoir
une contre-indication ou une diminution de l'efficacité avec le cannabis thérapeutique. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure dans les interactions. Ça peut arriver, ça va dépendre à quelle posologie on travaille, en fait. Et donc, ça, c'est vraiment l'agence du médicament l'a redit, l'a écrit, ce qui est assez fort, hein, parce que quand elle écrit quelque chose, ça engage quand même sa responsabilité, a écrit effectivement dans un rapport qui doit être mis en ligne aussi sur la page du cannabis médical de la NSM, qui reprend un certain nombre de traitements, pas tous, hein, mais immunothérapie, hormonothérapie notamment, et notamment les traitements qu'on trouve en ambulatoire, hein, qui sont pris en médecine ambulatoire. Eh bien, là, il est clairement recommandé pour certains traitements de surveiller les effets indésirables, de faire quelques dosages, mais ce n'est pas des contre-indications. Ce n'est pas des contre-indications absolues. Donc à chaque patient, on va réfléchir à ce qui serait le meilleur bénéfice-risque. Voilà, parce que ça va dépendre du niveau de souffrance, ça va dépendre de l'impossibilité de lui proposer d'autres stratégies thérapeutiques, etc., etc. Voilà, donc il ne faut pas. Et c'est essentiellement avec le CBD qu'on a des interactions médicamenteuses, beaucoup, beaucoup moins avec le THC. Et je pense que dans le domaine de l'oncologie, les soins de support en oncologie, puisque c'est de ça dont on parle, douleurs et autres, c'est quand même la substance THC qui est la plus intéressante sur un plan thérapeutique. Alors justement, une question pour rebondir aussi sur une phrase que vous avez faite. Alors, est-ce qu'il reste, donc, on a compris que les inclusions dans cette expérimentation, donc on a remis le lien dans le fil, on le remettra avec les replays aussi pour les personnes potentiellement intéressées. Il reste donc des places qui peuvent être données d'ici la fin de l'année. On a une idée. En fait, il y a 1000 places. Donc, il y a de la place pour tous ceux qui en ont besoin ce soir. Oui, voilà. oui, il y a 3000 places en file active. Donc, on peut traiter en file active 3000 patients. Donc, on ne va peut-être pas y arriver, mais c'était le calibrage de l'expérimentation. Ce n'était pas l'objectif. D'accord, on peut en parler, on peut partager ce lien et d'ici fin décembre, les personnes concernées peuvent rejoindre l'expérimentation. Et deuxième chose que vous avez dite, c'est que, entre guillemets, même si, on va dire, les différents cannabis peuvent être déjà utilisés par beaucoup de personnes en France dans de différents cadres, on va dire, dans l'expérimentation, même si elle est très bien cadrée, etc., il n'y a pas de garantie qu'on aboutisse vers un accès. Vous avez parlé du mot mobilisation, c'est-à-dire que pour vous, qui faites partie de l'équipe qui a lancé cette expérimentation, on a donc une idée assez précise de l'intérêt des différentes formes de cannabis thérapeutique, et donc il y a une place probablement pour ces traitements dans l'arsenal de la prise en charge des douleurs. Est-ce que les patients, les associations de patients doivent, j'allais dire un peu en amont, s'intéresser peut-être plus, se mobiliser avec vous pour faire entendre le besoin des patients d'être mieux soulagés, parce que c'est très bien de nous soigner avec plein de traitements, mais on a quand même beaucoup de personnes qui ont des séquelles douloureuses, des neuropathies. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez ce soir ? Moi, je conseille à toutes les associations de patients concernés, domaine de l'oncologie, de la douleur, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, par exemple, prendre les plus importantes et les plus concernées, de se mobiliser aujourd'hui, c'est-à-dire dans les jours et les semaines qui arrivent. Parce que c'est maintenant que ça se joue, ça va se jouer dans les 4 semaines qui arrivent. L'avenir de ce cannabis médical, c'est-à-dire la solution de l'arrêt, on rejette l'expérimentation, tout s'arrête. C'est peu probable, je pense, mais bon, c'est pas moi qui décide, donc je pense que c'est peu probable. Et puis on a commencé à traiter, on a traité 1900 patients, il en reste 1300 en réalité qui sont traités, parce que certains l'ont quitté pour des raisons d'effets indésirables ou une efficacité, bien sûr, hein, c'est pas miraculeux ce qu'on fait. Hein. Donc voilà, comme tout traitement, il en reste quand même 1300 et il n'est pas question d'arrêter les traitements pour ces 1300 à minima au mois d'avril 2023. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait une stratégie de renouvellement ad vitam aeternam du caractère expérimental, ce qui serait quand même assez compliqué quand même pour l'accessibilité. Parce que l'un des enjeux importants, ce n'est pas tout de dire on légalise quelque chose. Il faut que ce soit accessible. Parce qu'il y a des pays qui ont légalisé le cannabis médical et dans ces pays, personne ne peut en bénéficier. Donc ça ne sert à rien de dire on a légalisé. Hein, ce n'est pas un coup politique qu'on veut faire. On veut vraiment élargir l'arsenal thérapeutique. Donc il faut se mobiliser maintenant pour faire pression auprès du ministère, enfin, gentiment bien sûr, hein, mais auprès du ministère de la Santé et auprès des élus, parce que c'est le Parlement qui va être amené à se prononcer là-dessus. Et les élus sont en mesure de proposer des amendements spécifiques pour cela.
Et ils vont le faire, ils vont les écrire dans les 2, 3, 4 semaines qui arrivent pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et sinon, on rate notre tour. Et donc, si on rate, on risque de se retrouver dans une prolongation de l'expérimentation. Mais bon, ce n'est pas forcément l'idéal. Et sachant que si on prolonge l'expérimentation d'1 an, on n'aura pas de données supplémentaires pour mieux conclure que ce qu'on a actuellement. Voilà. Et les conclusions sont plutôt favorables. Enfin, il n'y a pas eu de problème dans l'expérimentation, ça a plutôt bien fonctionné malgré les contraintes de l'expérimentation. Donc il faut se mobiliser, ministère de la Santé, et puis les parlementaires, les députés, les sénateurs, notamment ceux qui siègent dans les commissions des affaires sociales. Merci beaucoup. Alors, je voulais poser une question aussi au professeur Balessac, puisque je crois que vous avez parlé d'un site que vous allez proposer dans les mois qui viennent, cancer et douleur. Donc ça sera très intéressant pour qu'on ait aussi un relais, on va dire, fiable. Il y a toujours cette volonté pour nous d'apporter des ressources de qualité aux patients qui suivent nos réseaux. Je crois que vous souhaitez aussi mettre en place une enquête, une étude. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, puisqu'on va participer à la diffuser? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit teasing sur le principe? Oui, merci. Alors, pour le site internet, oui, évidemment. Et merci à vous de nous aider. L'idée, c'est quand même de travailler avec les patients pour être en phase avec les besoins. Et moi, personnellement, en tant que chercheur, un grand mot, c'est aussi pour devenir un peu proactif pour la prise en charge des douleurs. Je ne prendrai pas en charge, mais au moins faire passer l'information à qui de droit, aux patients, aux professionnels, qu'il existe des recommandations et qu'on peut les suivre. Alors effectivement, on a candidaté et reçu un financement de l'INCa, l'Institut national du cancer, et de l'IRESP, Institut, j'aurais mangé le nom, je suis désolé, INCa-IRESP, pour faire une étude épidémiologique en ligne sur cancer, douleur, consommation de substances psychoactives. Le point de départ de ça, c'est qu'on a fait une étude, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, sur les neuropathies induites par l'oxaliplatine dans le cancer colorectal. Après, excusez-moi le terme, chez les survivants, c'est le terme anglo-saxon, on parle de cancer survivor, chez les patients après traitement qui ont fini avec la maladie et qui malheureusement ont des séquelles. Et on s'est rendu compte que les patients qui avaient des neuropathies, le tabagisme était un facteur de sévérité. Et en fait, en cherchant un peu, il n'y a rien de délirant à tout ça. Il y a beaucoup plus de gens qui fument du tabac chez les patients douloureux, de manière générale. Et le tabac a des effets analgésiques en aigu, mais en chronique favorise les effets douloureux. Et donc, plus largement, on sait aussi que la douleur amène à la consommation de produits psychotropes, d'alcool, de tabac, de cannabis. Et donc, l'idée est d'essayer de voir dans le cancer, chez les gens qui ont des douleurs, qu'est-ce qu'ils consomment comme produit. On s'attend un petit peu à ce qu'il y ait une consommation un peu élevée de ces produits. Et puis probablement aussi peut-être pour pallier un manque de prise en charge. Mais il y a beaucoup d'inconnus. En fait, dans la littérature scientifique internationale, cancer, douleur, substances psychoactives, il y a très peu de papiers. Douleur, substances psychoactives, il y a quelques données, mais dans le contexte du cancer, c'est assez peu décrit. Et donc, voilà, on a sollicité un certain nombre d'associations, dont Patients en réseau, qui a répondu favorablement, on est très contents, pour contacter les associations. Alors, ce n'est pas nous, pour respecter la CNIL, la loi RGPD, ce sont les associations qui contacteront leurs patients avec un système de réponse en ligne, complètement anonyme, sans doute un questionnaire d'une vingtaine de minutes, un petit peu plus peut-être, pour faire le tour de j'ai un cancer ou j'ai eu un cancer, j'ai des douleurs, est-ce que je consomme des produits, oui, non, et puis des questionnaires pour préciser un petit peu ces symptômes de neuropathie, puis les produits consommés. Donc je vous remercie de mettre le focus sur notre enquête dans le cadre de ce webinaire. Laure, si tu me permets. Vas-y, à toi. Alors, si tu me permets, j'ai répondu à cette enquête cet après-midi et du coup, elle est très très bien faite. Elle est très bien faite. C'est un peu plus que 20 minutes, mais c'est pas grave parce que quand on a envie de faire bouger les lignes, quand on a envie de changer les choses, quand on a envie de prendre soin des patients et de son entourage,
c'est important d'en prendre du temps, hein, comme quand on s'occupe de sa voiture, de son intérieur, de tout ça, on prend du temps. Et l'enquête est très bien faite, elle n'est pas du tout invasive et elle n'est pas du tout, culpabilisante quand on vous pose des questions, si vous fumez, si vous buvez ou autre. Et j'ai trouvé très bien faite. J'espère que vous aurez beaucoup de répondants et beaucoup de résultats et que ça arrivera à quelque chose de très bien. Ce que je voulais juste rajouter, parce que le temps passe et tout ça, c'est que tout ce qui a été dit, c'est vraiment super. Mais il y a aussi une chose, parce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas qu'on aille. Typiquement, moi mes soignants, ils ne veulent pas du tout que j'aille dans le cannabis thérapeutique. Ouais, bon, après, c'est leur choix, c'est eux, chacun son idée. Je pourrais demander un deuxième avis et l'avoir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut quand même se dire que ce n'est pas non plus une fatalité. Dites-vous bien, tous ceux qui avaient ça, qui sortaient juste de traitement et tout, qui n'étaient pas en rémission depuis des années. Bon, il y en a qui sont en rémission depuis des années. Donc là, personnellement, je n'aurais pas le message. Moi, c'est que 3-4 ans, quoi. Mais finalement, ce qui est hallucinant, c'est qu'en faisant, ça a été beaucoup posé dans les questions, en faisant cette fameuse APA, activité physique adaptée, qui n'est pas forcément du sport, en ayant un mode de vie, en ne s'enfermant pas dans le truc, petit à petit, très lentement, mais petit à petit, les choses ont l'air de revenir un petit peu doucement et donc on reva dans le positif. Évidemment, si on peut être aidé pour que ça aille plus vite, c'est mieux. Mais c'est pour donner un petit peu du courage à ceux qui nous écoutent. Entièrement d'accord. Bon, bah super. Alors, justement, le temps qu'on mette tous les liens pour que vous puissiez avoir les liens des réseaux de l'or, pour que vous puissiez répondre dans les prochains jours à cette enquête comme Cyril et faire avancer les choses. Cyril, on voulait comme tu as commencé, on voulait te laisser la parole pour conclure avec ton expérience, avec ce que tu as entendu. Alors, on enlève toute la cuisine réunionnaise et les recettes qui étaient bien alléchantes sur le fil ce soir. Mais voilà, est-ce que tu pourrais nous faire une petite synthèse et un mot de conclusion par rapport à cette conférence, s'il te plaît? En fait, mon mot de conclusion, bon là j'en ai déjà dit pas mal. Mon mot de conclusion, c'est j'ai rejoint MRCCR, donc mon réseau cancer colorectal, parce que en fait l'association venait de se monter et moi pendant mes traitements, j'ai cherché moi-même, parce que l'association n'existait pas, il n'y avait pas d'association sur le cancer colorectal à ce moment-là, puisque France Colomb a mis la clé sous la porte en 2019. Je les ai rejoints pour partager un petit peu mon expérience de tout ce que j'avais recherché pour moi-même, pour mon mieux vivre dans mon parcours de soins et dans mon parcours de vie après soins. Et c'est ça que j'ai voulu partager. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui était super important, ok, il y a des grands protocoles, après, d'un centre de cancéro à un autre centre de cancéro, vont être très différents. OK, il y a des grandes études cliniques, mais pour rentrer dans une étude clinique, il faut être, j'allais dire, carré, quoi. Faut coller vraiment à l'étude. Donc, moi, ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les données de la vraie vie. En anglais, ils appellent ça les RWE, les Real World Evidence. C'est pour aller vers de la médecine prédictive et personnalisé. On ne peut pas donner le même traitement, le même médicament à toute une population. Il faut vraiment s'intéresser à l'holistique, à l'ensemble du patient. Le patient doit être au centre du traitement et au centre du soin, qu'il soit au moment du traitement où là, bon, on traite le cancer, là, mais tout l'après, tous les soins supplémentaires. Et ça, je trouve que c'est super important. Et c'est grâce à ça, et ça se voit de plus en plus, hein, maintenant, on voit des immunothérapies qui étaient prévues pour d'autres cancers qui maintenant arrivent dans un nouveau cancer, alors qu'initialement, que ce soit les instances gouvernementales ou les instances pharmaceutiques, ils ont dit non, peut-être pas pour ce cancer-là, mais que pour celui-là. Et du coup, c'est en train de se mélanger. Et on va vraiment vers ça. Et je pense que justement, l'approche avec le cannabis thérapeutique est exactement dans cette veine-là. Et du coup, on va vers une nouvelle médecine. Et ce qu'ils appellent aujourd'hui, avant, ils appelaient ça la médecine 2P, rapidement, c'était 3P, 4P, machin, personnalisée, prédictive et pour le bien du patient. Merci beaucoup. Professeur Autier, professeur Balessac, est-ce que vous avez un mot de conclusion? J'y vais en premier, Nicolas. Pardon, merci. Merci. Merci pour l'attention que vous avez portée.
Deux, j'espère qu'on aura répondu ou éclairé quelques points. Sur le chat, j'ai essayé de répondre. Alors, on a un peu digressé sur où trouver de la capsaïcine, du piment, dans les plats réunionnais et autres. Alors, excusez-moi, j'ai pas répondu à tout le monde. C'est pas simple de répondre du tac au tac. Et puis, il y a des choses que je ne maîtrise pas forcément. Et donc, il faudrait regarder un peu plus pour pouvoir répondre. Et pour conclure pour ma partie, et comme l'a dit Cyril, je pense qu'il faut s'armer de courage, que c'est une maladie qui est très difficile. Ce sont des maladies qui sont très difficiles à soigner, que les choses changent, que dans le cas des neuropathies, s'améliorent, et que dans le cas des neuropathies, ça va plus ou moins vite pour la récupération des symptômes pour les patients. Mais je reste convaincu qu'ils récupèrent. Parfois, ça peut être long, c'est clair. Il faut l'accepter, mais il faut avoir une approche globale. Je pense qu'il ne faut pas rester enfermé sur ces symptômes-là. Il faut bouger. On parlait d'activité physique, mais effectivement, que de la marche. Je pense qu'il faut aussi stimuler son organisme et son système nerveux sensitif et moteur, que ça aide à lutter contre la douleur, et qu'il y a des traitements qui existent, qui ne sont pas tous efficaces à 100%, et qu'il faut en parler aux médecins prescripteurs, généralistes, oncologues, et qu'il faut essayer. Respecter l'escalade de dose, ça a été discuté. Effectivement, ce traitement, la duloxétine, la prégabaline, il y a pas mal d'effets indésirables. Parfois, les patients ne les supportent pas. Mais si vous n'avez jamais essayé la duloxétine et que vous avez des signes, je pense que ça vaut le coup d'essayer, ne serait-ce pour savoir s'il y a un soulagement. Si ça ne marche pas, on arrête et on aura tenté une option pour faire mieux. Donc, je rejoins aussi sur c'est pas une fatalité, il y a plein de choses à faire, il faut voir avec les prescripteurs pour améliorer la qualité de vie et s'armer de courage parce que les symptômes peuvent prendre du temps pour récupérer. Merci beaucoup pour votre attention. Professeur Autier. Oui, j'ai noté quatre verbes pour aller vite. Accepter dans la douleur chronique, si on n'arrive pas à accepter un peu la douleur chronique, on lutte contre et on s'épuise. Et la douleur gagne à chaque fois. Donc il faut accepter une partie de cette douleur. On ne peut pas tout accepter, mais il y a une part d'acceptation, c'est important. C'est ce qui permet d'avancer, en fait, parce que lutter contre, malheureusement, ça fige le processus. Accepter, déculpabiliser. Hein, on n'y est pour rien si on a une douleur. Ce n'est pas la responsabilité du patient. Et même si les autres ne comprennent pas pourquoi il a mal, voilà, ce n'est pas de votre faute si vous avez mal. 3, positiver. Et ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, parce que la douleur, c'est des émotions négatives, bien sûr. Et donc, il faut trouver tous les moyens de pouvoir positiver. Et enfin, ça a été dit pas mal de fois, avec la PA, David en a parlé, bouger, mobiliser. Donc, déculpabiliser, accepter, positiver, bouger. Je ne vous parle pas de médicaments, je vous parle juste d'action. Mais c'est 4 piliers qui sont importants lorsqu'on veut s'attaquer à une douleur chronique, quelle qu'elle soit, et particulièrement une douleur neuropathique. Parfait, merci beaucoup. Et alors, il y avait un mot qui est revenu, mais qui n'est pas un verbe. Je vais quand même vous le rajouter. C'est merci pour cette approche très constructive que les auditeurs ont trouvée. Donc, c'est aussi construire ensemble. Et je pense que ça résume bien aussi, ça vient compléter les 4 verbes. Laure. Écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai passé une très bonne soirée. Je crois qu'on a appris énormément de choses. Je pense qu'on peut dire il faudra qu'on se donne plusieurs rendez-vous pour suivre la suite de cette expérimentation, continuer à mieux parler des neuropathies et des douleurs. Et je dirais le mot de la fin pour les patients qui nous écoutent, c'est vraiment d'aborder ces questions avec leurs soignants et de savoir que justement, il y a plusieurs équipes et qui seront peut-être adressées vers des spécialistes comme vous et que c'est donc essentiel d'en parler autour de soi pour être mieux accompagné si besoin. Voilà, très bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour cette conférence. Un petit mot, avec Laure, on organise dans le cadre de Septembre Turquoise des webconférences pour les cancers gynécologiques. C'est un mois dédié à la sensibilisation des cancers gynécologiques avec des sujets qui sont transverses et qui vont être traités un peu comme ça, c'est-à-dire des sujets qui peuvent intéresser
différentes pathologies, manger autrement, le plaisir de retrouver le goût, vivre avec son intimité, etc. Donc, n'hésitez pas, c'est sur les réseaux de l'Or, mon réseau cancer gynéco ou sur 10 mois santé. Et je pense que ça peut intéresser aussi beaucoup de gens. Merci infiniment, professeur Balessac. Merci infiniment, professeur Rottier. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir et à très vite.